Alors, on est d'emblée dans l'ambiance, on est d'emblée dans l'urgence, donc je vais essayer effectivement non pas de faire trop vite quand même, mais en tous les cas de soutenir le rythme nécessaire pour arriver à temps pour libérer la salle à 12h30, c'est ça? Non, midi, oui, bref, 11h30. 11h30, pardon. Alors, effectivement, donc on m'avait demandé de parler du culte de l'urgence qui correspond, c'était le titre d'un livre que j'ai publié en 2003 et qui a été suivi d'ailleurs d'un autre sur la société hypermoderne. Alors ce que je vais essayer de faire dans cette matinée, c'est de parler effectivement de la mutation de notre rapport au temps, qui me paraît être une des caractéristiques principales de laquelle découle précisément toute une série de modifications dans la façon dont nous vivons dans notre société, toute une série de modifications sur le rapport de l'individu à plein de choses, le rapport à soi-même, le rapport aux autres. Et donc essayer de faire découler un petit peu de cette question de rapport au temps pas mal d'aspects en fait de notre vie contemporaine. Alors très brièvement et donc de m'en servir un peu comme d'un fil rouge. Très brièvement, pour introduire un peu les choses, si vous réfléchissez à la façon dont on parle du temps et les métaphores qu'on utilise pour parler du temps qui passe, eh bien vous vous apercevez qu'il y en a grosso modo 3. Il y en a une qui est très très ancienne et qui est toujours présente, c'est la métaphore du fleuve. C'est-à-dire on dit que le temps passe, le temps s'écoule, le temps coule, le temps fuit, etc. Et cette métaphore, elle remonte très loin, elle remonte au minimum à l'Antiquité, puisque Marc Aurèle, en fait, parlait déjà du fleuve, du temps comme un fleuve que formeraient les événements. On a aussi Héraclite, en fait, qui mettait l'accent sur le changement perpétuel dans l'univers et sur le fait que, rappelez-vous cette phrase, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et donc cette métaphore du temps qui passe et qui fuit et qui s'écoule, elle est intemporelle, si je puis dire, toujours présente. Et on l'entend aussi chez les poètes avec Ronsard qui disait « Le temps s'en va, madame, lasse le temps non, mais nous en allons ». Et donc il avait bien mis le doigt justement sur le fait que ça n'est pas le temps qui passe et qui coule, c'est nous qui passons et qui coulons, et dans un temps dont les berges sont immuables et le cours immuable. La deuxième métaphore, en fait, c'est une métaphore qui tourne autour de la notion d'avoir. On dit qu'on a du temps, qu'on prend son temps, qu'on perd son temps, qu'on gagne du temps. Et si vous regardez bien, vous verrez que toutes ces métaphores sont des métaphores de possession du temps. Et cette métaphore-là, je dirais qu'elle devient très prégnante. Alors, elle devient très prégnante à partir de l'avènement d'une société marchande et encore plus d'une société capitaliste. C'est-à-dire qu'avant, au fond, le temps, à l'époque donc du Moyen-Âge, le temps n'appartenait qu'à Dieu. Le temps était quelque chose qui justement n'appartenait pas aux hommes, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'Église interdisait le prêt à intérêt, parce que on n'allait pas faire de l'argent sur quelque chose qui appartenait à Dieu. Et c'est avec effectivement l'arrivée des marchands et le fait qu'ils sont obligés d'intégrer le coût du temps dans leur transport pour aller d'une ville à l'autre, qu'on va commencer à voir le temps comme quelque chose qui a une valeur économique et qui commence à rencontrer l'argent. Et évidemment, ça va culminer avec l'avènement du capitalisme, les prémices du capitalisme, et avec la phrase célèbre de Benjamin Franklin, souviens-toi, c'est que dans ses conseils au jeune homme qui veut devenir riche, il dit, souviens-toi que le temps c'est de l'argent, hein, time is money, le temps c'est de l'argent, et ça va évidemment ne plus nous quitter. Et c'est quelque chose qui est évidemment toujours extraordinairement présent. On n'est plus que jamais dans une société où le rapport au temps est un rapport de possession, d'appropriation, etc. Et d'équivalence temps-argent. Alors, d'un autre côté, si
si on regarde un troisième groupe de métaphores beaucoup plus récent, on s'aperçoit qu'en fait on parle de l'accélération du temps et de la compression du temps. On a un temps qui s'accélère et un temps qui se compresse. C'est deux images fortes. Et là c'est pareil, c'est la même chose que pour la métaphore du fleuve. Bien sûr que le temps ne s'accélère pas, bien sûr que le temps ne se compresse pas, c'est un non-sens en physique, non-sens complet, mais c'est évidemment nous qui accélérons toujours plus et nous qui nous compressons toujours plus pour faire face effectivement à l'ampleur de ce qu'on nous demande dans un temps de plus en plus limité. Alors c'est un peu cette évolution-là qui s'est produite, c'est-à-dire au fond l'idée que nous sommes passés d'une société en fait où d'une société, d'une période au fond où nous nous coulions, on pourrait dire quand même, dans les contraintes du temps, c'est-à-dire nous étions soumis au temps, nous nous coulions dans les contraintes du temps, mais je dirais sans violence. Et nous sommes passés maintenant à une société en fait où d'une certaine façon, nous voulons posséder le temps, nous voulons l'approprier, nous voulons le mettre à notre rythme et nous voulons en fait, clairement le violenter d'une certaine façon. Et on va voir qu'en retour d'ailleurs, le temps nous violente pas mal. Voilà. Alors ça c'est un petit peu pour camper le tableau des choses. Et il me paraît, alors pour essayer de parler de tout ça, je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Et d'abord, je voudrais dire un mot des raisons pour lesquelles j'ai entrepris cette recherche sur la mutation de notre rapport au temps. Ça vient de ce que, en fait, dans les recherches que je fais sur ce qui se passe dans les entreprises et le rapport humain à l'entreprise, j'avais été frappée, je dirais, dans la première moitié des années 90, après avoir mené une grosse recherche sur le coût de l'excellence et sur l'idéologie de l'excellence dans les entreprises, etc., j'avais été très frappée de voir que ce que disaient les managers dans les entreprises, c'était plus la même chose. Ils disaient des choses du type on est dans l'urgence permanente, on doit fonctionner dans une espèce d'hyper-réactivité tout le temps. Et hyper-réactivité, immédiat. Mon patron me demande quelque chose, je dois lui donner la réponse dans l'instant. Une espèce de tyrannie de l'instant, une espèce de quelque chose de très fort qui n'existait pas vraiment dans les années précédentes. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, et on verra pourquoi tout à l'heure, ça a surgi à ce moment-là. Donc, c'est pour moi donc une recherche qui est surgie du terrain, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose là, qui était modifié, et qu'il se passait quelque chose qui ne se passait pas avant. Et c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, on pourrait dire que la vitesse, finalement, notre société capitaliste, elle est fondée sur une vitesse de plus en plus grande. Une vitesse de plus en plus grande, et je dirais, c'est la logique inhérente, en fait, à la logique capitaliste, puisque plus les machines tournent vite, plus le taux de profit est élevé, donc il faut aller de plus en plus vite. Ce qui se passe, c'est que donc la vitesse qui était corrélée à l'espace jusqu'à une date récente, a maintenant, je dirais, s'attaque au temps, et la vitesse s'est emparée du temps, et la compétition économique a basculé dans le champ du temps. C'est en étant plus rapide que les autres qu'on emportera des nouveaux marchés, et que, effectivement, on pourra, en fait, trouver sa survie dans l'univers de la mondialisation. Donc la vitesse s'est emparée du temps, et en même temps sont apparues trois façons nouvelles donc de vivre le temps, qui sont l'instantanéité, l'immédiateté et l'urgence. Alors, l'instantanéité, elle est très clairement corrélée à l'arrivée des nouvelles technologies de communication, technologie de l'instantané. Il n'y a plus d'écart entre la demande et la réponse. J'envoie une demande, je suis censé pouvoir avoir la réponse dans la minute qui suit. Et puis, les téléphones portables me permettent de m'ajuster jusqu'à la dernière seconde, de jouer avec mes rendez-vous, etc. Donc, on a une espèce d'instantanéité créée par la technologie qui a, en quelque sorte, fait que cette logique de la vitesse est arrivée à un point extrême, c'est-à-dire que ça va tellement vite que c'est maintenant de l'instantané. Alors, cet instantané se traduit du coup, comme l'instantané est possible, il se traduit par une exigence d'immédiateté, c'est-à-dire qu'on va exiger la réponse dans l'instant, puisqu'elle est possible. Donc, l'immédiateté, ça fait référence au délai d'exigence, en fait, du résultat. Et puis, tout ça,
cette instantanéité possible qui rend du coup exigible l'immédiateté, eh bien elle va entraîner l'urgence et elle va de facto produire de l'urgence là où elle ne serait pas forcément nécessaire. Alors c'est très significatif de voir que en fait l'urgence, c'était une notion. D'abord, l'urgence, c'est une notion qui est sous-tendue par l'idée d'irréversible. Par l'idée d'irréversible, voire d'ailleurs par l'idée de la mort. L'urgence médicale, c'est sous-tendu par l'idée que la personne peut mourir. Et alors, prenons plutôt le thème de l'irréversible, parce que, au fond, les deux domaines dans lesquels l'urgence était contenue jusqu'à présent, c'était l'urgence médicale, avec cette idée de la mort sous-jacente, et donc il faut aller très 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 vite, et également l'urgence juridique. L'urgence juridique avait une procédure très particulière, la procédure du référé, qui permettait de court-circuiter les lenteurs de la justice, d'aller très vite, pour faire que précisément, eh bien, on ne crée pas une situation irréversible sur laquelle on ne pourrait plus revenir. Ce qui est très représentatif de ce qui se passe maintenant, c'est que cette logique de l'urgence qui était vraiment réservée à ces deux secteurs, et bien maintenant, elle est tout à fait, elle s'est emparée de la vie professionnelle, elle s'est emparée de la vie des entreprises, et dans lesquelles on est dans des logiques d'urgent, d'hyper-urgent, de très urgent, de très très urgent. Le TTU, c'est le très très urgent que j'ai d'ailleurs rencontré beaucoup plus dans des entreprises publiques que des entreprises privées, et avec des escalades incroyables. J'intervenais il y a quelques mois dans une de ces grandes entreprises publiques et on me disait oh là là, mais on n'est plus au TTU, c'est-à-dire très très urgent, on est au TTU plus. Et donc bon, une espèce de surenchère dans la, comment dire, dans le vocabulaire, comme si effectivement cette surenchère permettait de résoudre le problème. Voilà. Alors, derrière ça, donc, il faut bien voir que derrière tout ça, il y a un mécanisme économique et un bouleversement technologique. Le mécanisme économique, c'est bien sûr la logique du marché. La logique du marché qui est devenue omniprésente dans cet univers de mondialisation, avec des marchés financiers qui doivent s'adapter à la seconde et qui peuvent s'adapter à la seconde, enfin à la seconde ou en tous les cas à la minute, pour renseigner les actionnaires à tout moment de manière à ce qu'ils puissent vendre et acheter au meilleur moment opportun et donc réaliser le maximum de profit. Donc elle est sous-tendue par cette logique économique du profit maximum et donc du marché avec un grand thème et des marchés financiers censés s'ajuster à la minute, et elle est sous-tendue, mais là je l'ai dit tout à l'heure, par le bouleversement technologique qui a introduit l'instantanéité, qui d'ailleurs vient au service de cette logique du marché, les technologies de l'instantanéité. Voilà. Alors ce qui s'est passé bien sûr dans l'univers du travail, c'est que au fond ce qui s'est produit, c'est qu'on a une contagion du mode de fonctionnement des marchés financiers qui s'ajuste à la minute sur le mode de fonctionnement des entreprises, et que les exigences de rentabilité des premiers se sont en quelque sorte se sont appliquées, se sont étendues aux secondes. Et quand je dis les entreprises, ça va très loin, puisque l'univers hospitalier, je crois que vous savez vous-même à quel point les exigences de rentabilité ont fait irruption de façon extrêmement forte dans votre univers médical, d'une façon qui est beaucoup plus accentuée qu'avant. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas défini l'urgence, en fait. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'irréversible, j'ai dit qu'il y avait la mort en sous-jacent. Je voulais juste donner une petite définition de cette notion d'urgence pour rappeler que on peut dire qu'en fait, l'urgence, elle prend naissance, elle naît toujours d'une double prise de conscience. D'abord qu'un pan incontournable de la réalité relève d'un scénario aux conséquences dramatiques. Il va se passer quelque chose donc de éventuellement la mort, ou quelque chose d'irréversible, de dramatique ou d'inacceptable. Et d'autre part, que seule une action d'une exceptionnelle rapidité peut empêcher ce scénario d'aller à son terme. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle cette notion d'urgence, avec l'irréversible qui est derrière et la mort à l'horizon qui est derrière, eh bien maintenant, elle est en plein dans le domaine économique, avec effectivement l'idée qu'au fond, l'entreprise va mourir si elle n'agit pas suffisamment vite, si elle ne fait pas ce qu'il faut très très vite. La notion de mort économique est venue au-devant de la scène, et nous en donne d'ailleurs des exemples tous les jours. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça, en fait, au niveau des individus? Alors, première conséquence,
première conséquence, on a des individus, on pourrait dire, qui fonctionnent en temps réel. Alors fonctionner en temps réel, ça veut dire que ce sont des individus qui sont évidemment avec tous ces moyens technologiques, mail, portable, internet, etc. Et le côté, je dirais, positif de ça, c'est que c'est une liberté extrême, c'est un sentiment d'ubiquité extrême, un sentiment de pouvoir obtenir les choses dans l'instant, de pouvoir être joint partout sans être localisable en un endroit précis avec les téléphones. Donc quelque chose qui donne aux individus le sentiment d'être maître du temps. Il y a une étude très intéressante qui a été effectuée au moment de l'arrivée des téléphones portables pour voir ce que ça changeait chez les gens, et ce qui sortait, c'était un sentiment extraordinaire de jouissance au niveau de la maîtrise du temps, de pouvoir jongler avec le temps, de prendre des risques avec le temps, de s'approprier le temps, de pouvoir zapper sans fin sur les diverses possibilités qu'on a jusqu'à la dernière seconde, et donc le sentiment d'être maître du temps, quelque chose de très très fort. Le côté, on pourrait dire éventuellement négatif, c'est le fait que, en même temps, du coup, on est quelque part arrimé à l'immédiat, c'est-à-dire qu'on est obligé de répondre dans l'instant. Mon patron me demande quelque chose, je dois répondre dans l'instant. Donc, j'ai vu dans les entreprises des gens qui n'arrivaient pas à éteindre leur portable, même à l'heure du repas, qui n'arrivaient pas à partir en vacances sur leur portable. D'ailleurs, maintenant, ça n'existe plus. Et il faut effectivement en permanence pouvoir être joint. Également, je parlais d'un individu en temps réel, on pourrait dire aussi un individu à flux tendu. À flux tendu, comme on a une production à flux tendu, c'est-à-dire une production dans laquelle on va s'efforcer d'éliminer le moindre temps mort. Le moindre temps mort, et donc de la même façon, on a des individus qui fonctionnent à flux tendu et qui sont quelque part finalement toujours dans l'urgence. Parce que, vous savez que dans la manière de gérer le temps, la gestion du temps, les séminaires de gestion du temps, on distingue bien sûr ce qui est urgent important de ce qui est urgent pas important. Et donc ce qui est urgent important, c'est l'urgence critique. Il faut intervenir tout de suite. Ce qui est urgent pas important, éventuellement, vous pouvez attendre un peu. Non, vous pouvez pas attendre, mais vous pouvez déléguer. Quelqu'un d'autre peut éventuellement s'en occuper à votre place si vous avez vraiment d'autres choses à faire. Et puis il y a ce qui est important mais pas urgent, et ça c'est stratégique, c'est essentiel. Si vous en occupez pas, vous aurez à terme des problèmes. Et le problème qui se passe pour beaucoup de personnes en situation professionnelle, c'est bien sûr que cette dimension on pourrait dire qu'il y a une confusion entre l'urgent important et l'urgent pas important, c'est-à-dire que tout est présenté comme urgent, comme urgence critique, et sur lequel il faut intervenir tout de suite. Et ça, les personnes que j'avais rencontrées en entreprise s'en plaignaient beaucoup. Ils disaient c'est vraiment une impossibilité, on n'a plus le temps du recul et de l'analyse, on ne peut plus différencier ce qui est urgent important d'urgent pas important, et on n'a plus le temps de passer du temps sur le stratégique, sur l'essentiel, sur le stratégique aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. On est bouffé par cette urgence au quotidien. Ça, c'était très très fort. Et un certain nombre de chefs d'entreprise disaient également, de chefs d'entreprise cotés en bourse qui sont maintenant obligés de faire des rapports d'activité tous les trimestres pour leurs actionnaires et que ça leur bouffe un temps infini. Ils disent on n'a plus le temps de stratégie, de penser à la stratégie. On est en permanence dans ces rapports à court terme. On est bouffé par le court terme. Parfois, pour justement présenter des comptes en équilibre, on va différer des dépenses qui seraient nécessaires, mais qui vont déséquilibrer nos rapports financiers à tel moment. Et donc, parfois, on est amené à la différer alors que ça serait nécessaire. Et donc, on prend des décisions qui sont bonnes à court terme, mais finalement mauvaises à long terme. Et ça, il y a beaucoup de témoignages, en fait, là-dessus.